moi déjà, je pense que c'est... Si on est sur FIFA, franchement, c'est incroyable. Ah bah oui. Ouais, ça va aller très sur vite. FIFA, c'est magique. Mais je trouve, à partir sur 4 attaquants, c'est... Mesdames et messieurs, 4e épisode de la série Les lignes du Barça. On a parlé très récemment des pivots et du numéro 6, là on va avancer un tout petit peu, on parle des milieux qui sont un peu plus avancés. Et pour m'accompagner, j'ai la grande chance pour la première fois de la chaîne, première collaboration avec le grand Jules en parle. Quel plaisir de t'avoir en invité, comment vas-tu ? Alors, merci beaucoup Dave de m'inviter, je vais hyper bien, j'espère que toi aussi. J'espère qu'on va passer un bon moment. Ouais, on va passer un très très bon moment, j'ai hâte de t'entendre parler de tout ça. Et justement, avant d'aborder ce qui va un petit peu se passer sur l'année prochaine autour de ces postes de milieu avancé du côté du Barça, revenons un petit peu sur ce qui s'est passé cette année, voire même ce qui se passe depuis quelques années du côté du Barça, sur ce milieu qui depuis quand même, je trouve, 3-4 ans, se cherche toujours du côté du Barça. Il y a eu, avec l'année où Xavi a été champion, ce fameux milieu à 4, donc ce milieu carré comme on l'appelait. L'année d'après, ça a été compliqué parce que De Jong souvent blessé, Pedri souvent blessé, Gavi blessé toute l'année avec des Romeo Oriol, des Christensen au milieu. Bref, il n'y avait aucune chose solide sur lesquelles s'appuyer. Et là, on arrive sur la première année d'Hansi Flick, qui nous montre quelque chose qu'on n'a pas beaucoup vu du côté du Barça. Ouais. On est peu habitué à voir ça, ce double pivot avec ce milieu avancé. Alors certains l'appellent numéro 10, moi j'ai un petit peu plus de mal avec le terme numéro 10 pour ce genre de rôle-ci, mais je peux le comprendre, voilà, milieu avancé si vous voulez, qui a été pendant la première partie de saison un certain Dani Olmo, puis après Dani Olmo s'est un peu blessé, Fermin est monté en puissance, il a repris ce poste-ci. Donc avant de parler et de comparer ces deux joueurs-ci, revenons vraiment sur cette animation du milieu de terrain avec ce milieu avancé, très proche aussi de Rafinha, parce que Rafinha est très intérieur, Rafinha a une position un petit peu demi-espace gauche, ouais. Le rôle un petit peu du milieu offensif, c'est un petit peu demi-espace droit. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses un peu de cette animation globale qui est un petit peu un changement du côté du Barça ? Bon, moi perso, je pense que c'est aussi... Je ne sais pas si Flick, quand il arrive au Barça, il a déjà en tête cette idée-là, mais c'est aussi en fonction des joueurs que l'on a. Pour moi, par exemple, tu n'aurais pas eu Pedri ou tu aurais eu un joueur plus positionnel type Busquets. Je ne pense pas qu'on aurait forcément joué comme ça, mais je pense qu'il y a une sorte de complémentarité entre Francky et Pedri. C'est pour ça que Flick va préférer ça, et du coup, le joueur, comme tu dis, un peu avancé, le numéro 10, moi je trouve que ça marche assez bien, parce qu'il y a eu certains matchs où, par exemple, quand on avait Dani Olmo, il a, franchement, bon, on en reparlera peut-être plus tard, mais il nous a débloqué des matchs parce qu'il a cette capacité à se retourner, ses premières prises de balle, c'est impressionnant. Donc je pense que c'est assez intéressant, comme tu dis, le milieu assez avancé, il va occuper la droite, Rafinha va revenir un peu sur le demi-espace gauche. Pour moi, ça fait sens, surtout quand, bon, c'est pas le sujet, mais quand tu as un Baldé qui va aller prendre le couloir et tout, ça apporte beaucoup plus de densité au milieu et en attaque en même temps. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant. Ça a marché cette saison. On n'a pas beaucoup à se plaindre, je pense. Demi-finale Ligue des Champions, on est content. Ça c'est sûr. Il y avait juste des fois des petits questionnements. Moi, ce qui m'avait un petit peu embêté, surtout sur la première partie de saison et sur les mois un petit peu de novembre-décembre, tu te souviens où c'était un peu galère pour le Barça. Ouais. Ce côté un petit peu où je trouvais que ce fameux milieu avancé, on n'arrivait pas trop à l'incorporer dans l'animation du milieu de terrain. C'est-à-dire que le milieu manquait un petit peu de possession, et donc ça faisait que le bloc souvent avait du mal à se mettre dans le camp adverse, et souvent on n'arrivait pas à trouver un Dani Olmo qui était un joueur qu'on essayait de trouver pour créer la différence, pour créer la rupture, mais c'était moins un joueur qui était présent dans la conservation et qui faisait partie un petit peu de la création du FC Barcelone. Donc ça a été un petit peu une problématique, je trouve, qui a été corrigée par la suite justement, où Dani Olmo touchait beaucoup plus de ballons, intégrait plus ce milieu, même Fermin Lopez quand il a joué ce rôle-ci, il intégrait plus ce milieu, mais ça reste quand même un joueur qui a pour vocation d'être un joueur de rupture, que ce soit Dani Olmo ou Fermin Lopez. Ouais. Et des fois, je trouve que peut-être qu'un milieu qui serait plus un milieu relayeur serait plus intéressant, mais ça, on en parlera plus tard. Mais justement, par rapport justement à cette différence entre Dani Olmo et Fermin Lopez, toi, qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces deux joueurs-ci et lequel tu préfères si tu devais en choisir un ? Mais vraiment, déjà pour revenir juste à ce que tu dis, c'est hyper important, on en reparlera plus tard sur le positionnement de plusieurs joueurs, mais c'est vraiment ça, quand tu vois à un moment donné on jouait trop vertical, et je vois même tes tweets quand tu te plaignais, tu disais il fallait beaucoup plus de contrôle, je suis vraiment d'accord. Des fois tu sens qu'on a vraiment plus besoin d'un relayeur que d'un joueur en transition, qu'un joueur qui pense qu'il faut que je cours. Encore une fois, ça nous a réussi, on espère que l'année prochaine ça réussira encore. Mais entre les deux, moi j'aurais tendance, en tout cas sur la fin de saison, j'ai été beaucoup plus attaché à Fermin. Parce que
Après, Olmo n'a pas eu une saison facile entre les blessures et son inscription, C'est tout sûr. ça. Peut-être que mentalement, ça n'a pas aidé. Mais je trouve que Olmo est très intéressant quand il y a des espaces, quand le match est assez ouvert. Ok. Parce que je trouve que Fermin a un volume beaucoup plus. Enfin, il fait beaucoup plus de choses, il est beaucoup plus. C'est pas une détermination, mais il est beaucoup plus engageant, impactant directement, même sur les contacts, tout ça. Alors que Olmo va être dans une sorte de finesse et de technicité. Mais par exemple, contre l'Inter, moi, je lui en voulais pas au match aller parce que l'Inter, il jouait hyper regroupé. Du coup, il n'y avait aucun moyen pour lui de se retourner, tu vois. C'est très compliqué, mais moi, sur la fin de saison, je dirais Fermin, quoi. Mais je suppose que Olmo part quand même avec beaucoup de... Enfin, c'est Daniel Olmo, quoi. Je pense qu'il est un peu devant, mais moi, je dirais Fermin. Ouais, ça se joue, c'est vrai. Mais ce débat est vraiment très intéressant parce que je trouve que c'est vraiment des joueurs qui apportent un petit peu autre chose. Tu l'as dit, il y a différents styles, donc forcément, on doit les mettre dans un cadre d'un match ou non. Il y a ce côté un petit peu, tu l'as très bien dit, du côté de Fermin Lopez. C'est un joueur, quand tu vas le mettre sur le terrain, tu sais qu'il va constamment vers l'avant. Tu sais qu'il est tout le temps porté vers le but. Tu sais qu'il a la grinta, il a la niaque, il met de l'intensité sur le terrain, il court, il met du volume, il demande, il fait des appels de balles. Et du côté de Daniel Olmo, je trouve que tu as un joueur qui est plus un joueur que tu vas réussir à trouver. Et au moment où tu le trouves, son objectif, ça va être qu'il fasse des différences individuelles. Qu'en vrai, je trouve personnellement, et peut-être que je me trompe, et peut-être que Fermin Lopez arrivera à me faire démentir, mais si tu donnes le ballon à Daniel Olmo dans la surface de réparation face à 3 défenseurs, je considère qu'il est plus en capacité de s'en sortir techniquement qu'un Fermin Lopez, par exemple. Ouais, je pense aussi. Mais tu vois, sur les matchs où on a du mal à... Il y a des matchs où on avait même du mal à toucher le 9 et tout ça. C'est compliqué. Dans ce genre de match, les matchs typiquement en Liga, tu vois, vous jouez contre le 15e qui barricade tout. À moins que vous démarriez en trempe et qu'au bout de la 30e, vous êtes déjà sur 4-0, 3-0. Ce genre de match-là, moi, je me dis, si t'es un Fermin qui peut apporter cette grinta. Franchement, comme tu le dis, on a quand même des problèmes de riches parce qu'en fonction des matchs, si Flick garde on va dire cette stature d'un point de vue charismatique dans le vestiaire, il a de quoi se permettre quelques changements en fonction des matchs, quoi. Mais bon. C'est sûr. Moi, j'étais vraiment à la fin de saison de Daniel Olmo. Ça t'a saoulé, ça t'a gonflé. Vraiment. Limite, moi, je me disais, vas-y, tu vois, à un moment donné, il y avait une petite rumeur, Manchester City, Olmo, on me dit, ok, 60 millions. C'était bon pour toi. Mais il y a peut-être aussi la perte de balle contre l'Inter qui met le premier but aussi. Ça a peut-être été une image qui a été un petit peu décevante du côté des supporters du Barça aussi. Ça a peut-être. Et le fait qu'il se blesse, mais moi, tu sais, avec les blessures, etc., j'ai toujours du mal un petit peu à en vouloir aux joueurs. Tu vois, c'est comme les gens, ils se sont mis un moment sur Baldé. Ils ont commencé limite à lui dire, mais pourquoi Baldé, tu reviens pas pour l'Inter, etc. C'est une honte. Et j'étais un peu en mode là, mais les gars, il fait pas exprès de se blesser. Genre, s'il voulait jouer la demi-finale, il serait content de la jouer. Et c'est un peu ça avec Daniel Olmo, quoi. Il fait pas exprès de se blesser, d'avoir des pépins physiques, je trouve. Donc c'est un peu dur de leur en vouloir pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Ce côté où Daniel Olmo, c'est vrai que des fois, on avait aussi ce truc de, on a du mal un peu à le trouver. Et quand on le trouve, bah, s'il te plaît, fais la différence. Et dans les gros matchs comme ça contre l'Inter, bah, quand on l'a trouvé, il n'a pas fait la différence. Donc forcément, on était un petit peu critique par rapport à lui. Donc le débat vraiment existe. Mais c'est au moins un problème de riche, exactement comme tu l'as dit, au milieu de terrain. Contrairement à certains autres postes, c'est vraiment un milieu de terrain. Limite, tu as 7 ou 8 joueurs qui peuvent jouer plein de postes différents. C'est quand même très très intéressant, quoi. Mais juste, si je peux me permettre de dire un truc, je sais pas toi, mais moi, sur certains matchs, même des matchs entre guillemets faciles où on s'est saboté, parce qu'à un moment donné, on faisait de la merde. Vraiment, j'avais le sentiment d'avoir, comme tu dis, vraiment, je te rejoins vraiment sur tes tweets. Tu vois, quand je voyais tes tweets, je me disais vraiment, ce mec, il connaît le football, tu vois, il sait de quoi il parle. Tu vois, quand il y avait, je sais pas, il y avait l'impression que notre milieu de terrain, il n'était pas cohérent, mais je veux dire, il avait deux vocations, tu vois. J'avais pas l'impression qu'on avait 3 milieux de terrain. J'avais l'impression qu'on avait plutôt 2 milieux de terrain et 4 offensifs. Tu vois, je suis d'accord avec toi. Et c'est bien, c'est une armada, c'est très intéressant. On veut marquer 1 milliard de buts, mais des fois, sur certains matchs, tu as l'impression on est découpé en deux, quoi. Moi, je sais pas, c'est bien de toujours courir et tout, mais des fois, moi, je sais pas, on verra. À la possession, quoi. Ouais, c'est ça, la possession, toucher un peu le ballon et tout, conserver et tout, participer au jeu. Mais des fois, c'est juste... Ouais, non, mais je suis totalement d'accord avec toi, même si ça s'est un peu arrangé sur la deuxième partie de saison, c'est un des trucs sur lequel on peut se réajuster, et j'en ai même parlé, j'en avais fait une vidéo totalement entière du sujet. Mais justement, par rapport à l'année prochaine, très bonne transition,
Toi, qu'est-ce que tu vois un petit peu comme changement tactique par rapport à ces milieux avancés? Est-ce que tu continuerais sur un Barça qui en conserve qu'un seul et en laissant Pedri et De Jong un petit peu plus reculés? Ou est-ce que tu partirais de nouveau avec une pointe basse, comme on connaît très bien du côté du Barça, et deux numéros 8, faire monter un tout petit peu plus Pedri et à côté de lui, de mettre un autre type de relayeur, par exemple? Bon, moi je pense que malheureusement, on a trop de, bon, entre guillemets, second attaquant, on va dire de numéro 10, tu vois un peu. Voilà. C'est vrai. On en a un peu trop. Et jouer avec une pointe basse, ça veut dire que tu élimines ce poste-là. Tu t'en sers quasiment plus. Donc, peut-être sur certains matchs, mais moi, je ne reviendrai pas sur toute la logique. Je pense que ce double pivot, entre guillemets, qui n'en est pas réellement un, ils ne sont pas très statiques. Moi, je pense que c'est le meilleur compromis pour pouvoir faire jouer un maximum de joueurs possibles. Parce que derrière, on en reparlera, mais tu vois, demain, tu décides de jouer avec une pointe basse. Ça va forcément être du Frenkie et peut-être du Bernal, du Casado. Et Pedri, il est là, il aura son poste. Du coup, qu'est-ce que tu fais de Gavi, de Olmo, tu vois, et au final, je me dis, même si tu décides de jouer dans ce sens-là, Olmo et Fermin, c'est leur nature d'être derrière l'attaquant, quoi. Donc, au final, ils seront toujours attirés vers cet espace-là. Et est-ce que tu auras vraiment résolu le problème? Pour moi, c'est une question de profil, je dirais. Et les profils que l'on a nous poussent à jouer comme ça, je pense. Ok, ouais, non, mais c'est très bien. C'est pour ça que cette question, je la trouve très dure. Parce que tu as des profils, tu l'as très bien dit, comme Fermin et Dani Olmo, qui peuvent pas, pour l'instant, peut-être qu'avec le développement, etc., ils pourront le faire, mais pour l'instant, être un deuxième relayeur, parce que c'est des joueurs qui sont attirés par cette dernière partie du terrain, qui sont moins des joueurs de combinaison et de temporisation. C'est plus des joueurs, ils vont vers le but, quoi. Ils savent pas trop dire comme Pedri, les gars, on temporise, etc. Mais à côté, tu as aussi des joueurs comme Gavi, comme Casado, qui eux sont peut-être plus des numéros 8 et qui peuvent s'inscrire dans un milieu à 3 où tu retrouves, je sais pas, un Bernal ou un Frenkie de Jong en 6, Pedri, un petit peu en relayeur gauche par exemple, et tu mets Gavi relayeur droit ou un Casado relayeur droit, quoi. Donc en fait, on a plein de profils différents et donc c'est pour ça justement qu'il y a ces solutions. Mais ok, toi tu conserverais donc un petit numéro 10 comme ça, sur le côté, ce nouveau milieu avancé. Ouais. En vrai, moi je pense qu'il y a beaucoup de matchs. Il y a beaucoup de matchs. Et je pense que les joueurs tout le monde veut jouer, mais au bout d'un moment, il y a beaucoup de matchs, tout le monde peut jouer. Donc, si on est un peu plus flexible tactiquement, on peut se permettre de faire ces ajustements-là en fonction des matchs. Parce que comme tu le dis, si tu décides il y a une blessure, tu décides de reposer, je sais pas, Olmo et Fermin en même temps, tu peux toujours réorganiser. Mais, bon, je ne veux pas spoiler la suite de ta vidéo, mais le mercato ne nous emmènera pas dans ce sens. Oui, c'est sûr, il y a ça aussi. Bon, on peut en parler tout de suite, si tu veux. Ce mercato qui fait que le Barça a comme priorité, ça fait depuis 2 ans que tout le monde le dit, tous les créateurs de contenu le disent, et le club, je pense, a enfin remarqué qu'il fallait un ailier gauche, un vrai ailier gauche, pas quelqu'un comme Rafinha qui joue très intérieur, mais quelqu'un qui prend vraiment le couloir. Toutes les rumeurs actuellement sont toutes ouvertes, du Luis Diaz, du Rashford, du Nico Williams, tout bouge tous les jours, mais en tout cas, c'est une cible prioritaire du côté du FC Barcelone, c'est carrément officiel. Forcément, ça va redéfinir quelque chose, parce que de côté du FC Barcelone, tu es obligé de conserver Rafinha, parce que par rapport à la saison qu'il a faite, mais tu vas pas dire à Rafinha, mets-toi sur le banc l'année prochaine. Sauf que si tu recrutes quelqu'un comme un Nico Williams ou un Luis Diaz, est-ce que tu vas lui dire, mets-toi sur le banc? Non plus. Du coup, il y a plein de débats qui circulent actuellement, et je t'ai vu notamment sur Twitter parler de ça, sur, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on met 4 attaquants l'année prochaine? Rafinha, Lewandowski, Lamine Yamal, Luis Diaz ou Nico Williams? Ou est-ce qu'on est obligé d'en enlever un et en choisir un? Toi, ça serait quoi un petit peu ta solution par rapport à ça? Moi, déjà, je pense que c'est... Si on est sur FIFA, franchement, c'est incroyable. Ça va aller très sur vite. FIFA, c'est magique. Mais je trouve, à partir sur 4 attaquants, et 2 milieux, c'est très déséquilibré. Parce que, après, ça dépend. Les joueurs que tu mets, si c'est les joueurs d'effort, admettons, je ne compte pas sur Lewandowski, mais admettons que ton 9, c'est Ferran. Tes 4 offensifs courent beaucoup. Enfin, des fois, Lamine, il s'endort. Mais en gros, ils peuvent faire les efforts. Mais je trouve qu'au milieu de terrain, tu perds quand même en maîtrise et tout. En densité, En densité. Et je ne sais pas comment ça va se passer sur certains matchs. C'est une équipe type transition, tu vois. C'est une équipe contre-attaque, tu vois. Vous avez le ballon, balance en cours, tu vois. Donc moi, personnellement, mon point de vue, c'est s'il y a à modifier quelque chose, ce serait plutôt de modifier ton animation offensive.
temps neuf, peut-être, faire jouer un en pointe. Par exemple, Luis Diaz, s'il venait, Luis Diaz avec Liverpool, des fois, il joue en pointe. Donc, tu vois, ça ferait un peu sens. Mais ça ne saurait servir à rien parce qu'en ce moment-là, tu laisses Rafinha sur la gauche. Tu reviens sur le même problème parce que ce n'est pas un ailier gauche. Tu vois. Donc, pour moi, ça serait plutôt de garder notre milieu actuel. J'ai fait des petites comptes sur Twitter. Je fais ma petite pub, du coup. Bah oui, que j'afficherai. Non, mais mon idée, c'est de se dire, tu gardes ton même milieu avec un double pivot et un neuf ou comme tu veux, hein, une pointe basse et tout ça. Mais surtout, tu fais de Rafinha une sorte de faux neuf. Ou tu prends Olmo, parce que Olmo, je pense qu'il peut jouer faux neuf. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, et tu mets Rafinha juste derrière, quelque chose comme ça. En tout cas, tu demandes à ton neuf ou à ton faux neuf d'alterner avec Rafinha. C'est une idée d'ailleurs que partage la frite. On en a des fois parlé. Pour lui, tu fais sauter Lewandowski. Tu joues littéralement avec 2 milieux de terrain qui prennent l'espace. Tu vois, c'est une idée aussi. Mais pour moi, c'est très compliqué. C'est très compliqué de jouer qu'avec... Après, si on ne sait pas, hein, peut-être que Rafinha pourrait être très très bon à ce poste-là, parce qu'au final, dans tous les cas, que tu mettes Daniel Olmo, que tu mettes Fermin, c'est pas vraiment le poste de milieu de terrain. C'est pas pour ça que tu les mets. Tu les mets pour être des seconds attaquants. Donc peut-être que ça marchera avec Rafinha, mais tu mets Rafinha là, ça veut dire que tu es titulaire. Du coup, qu'est-ce qui se passe avec Olmo? Du coup, qu'est-ce qui se passe avec Fermin? Ils ont très très peu de temps de jeu parce que Rafinha, il a fait son ballon d'or. L'année prochaine, tu vas pas lui dire jouer un match sur 2. Tu vas le mettre tout le temps. Tu vois, donc pour moi, c'est vraiment le seul mec que tu peux faire sauter, c'est Lewandowski parce qu'il est vieux et Ferran parce qu'il va pas crier quoi. Ferran, voilà, ça va tranquille. Mais pour moi, super sub. ce mouvement que tu fais là, limite, c'est le genre de mouvement qui pousserait Fermin typiquement à partir. Moi, je. Ouais, c'est possible. Bah, c'est toujours très dur. En plus, j'avais un petit peu parlé de ça, d'évoquer les joueurs qui peuvent partir du côté du Barça. Mais c'est vrai que s'il y a cet ailier gauche qui vient, bah, ça redéfinit beaucoup de choses. Parce que comme tu l'as dit, ok, si par exemple, il y a des gens qui pensent à Rafinha numéro 10, je vais dire ce que j'en pense juste après. Mais ok, tu mets Rafinha numéro 10, bah, Dani Olmo et Fermin Lopez, t'en fais quoi? Alors après, il y a beaucoup de gens qui disent, oui, mais c'est bien d'avoir plein de possibilités. Ok, mais après, il faut penser déjà en termes de management, t'es flic. Comment tu vas dire à tes joueurs et à Dani Olmo et Fermin Lopez, bah désolé, t'es soit le deuxième choix, soit le troisième choix. Et en plus de ça, en termes de développement des joueurs, si tu joues pas, tu te développes pas. Comment est-ce que Fermin Lopez il va continuer son développement s'il joue presque un match sur 5? Comment est-ce que Dani Olmo il va continuer à se développer s'il joue un match sur 5? Ça va être très compliqué. Donc c'est une énorme problématique. Bah, moi, Rafinha, typiquement, en tant que numéro 10, en fait, ça dépend ce qu'on définit par numéro 10. Tu as vu ce que j'ai dit, notamment sur les réseaux, je pense. En fait, soit on parle d'un numéro 10 type Odegaard, type Cole Palmer par exemple, qui sont des numéros 10 qui font jouer les autres, entre guillemets, qui sont comme des Pedri mais un peu plus avancés, quoi, qui sont un petit peu des registras. Soit tu parles d'un numéro 10 second attaquant, et là c'est pas pareil. Et pour moi, numéro 10 second attaquant, Rafinha il l'est déjà actuellement en fait, c'est-à-dire que ça change pas son poste, c'est ce qu'il est actuellement. C'est un joueur d'intérieur, c'est pas un joueur de couloir, Rafinha. Donc ça bouge pas trop. Et après il y a la solution, comme tu dis, pourquoi pas dire à Lewandowski de se mettre sur le banc, mais ensuite va dire à Lewandowski de se mettre sur le banc, tu vois, c'est pas non plus facile. Donc c'est compliqué, ça crée énormément de choses différentes. Il faudra faire un choix, sauf que si tu recrutes un ailier, encore une fois, bah, le mettre sur le banc, ça va être compliqué. Rafinha, ça va être compliqué. Lewandowski, c'est compliqué. Dani Olmo, c'est compliqué. Ça fait beaucoup de choix qui sont compliqués. Et si on part sur une autre définition du milieu, c'est-à-dire qu'on part sur une solution d'un milieu plus équilibrant, plus de possession avec une pointe basse et 2 relayeurs, imaginons on part, je sais pas, sur un Pedri Gavi, par exemple. Pedri Gavi et Frenkie de Jong en numéro 6. Qu'est-ce que tu fais après? Tu as 3 attaquants. Bah, tu as le nouvel ailier que tu as recruté. Tu as Rafinha. T'as Lewandowski et t'as Lamine Yamal. Et après, il y a aussi encore les cas Dani Olmo et Fermin Lopez. Qu'est-ce que tu fais puisque tu joues avec 2 relayeurs et pas un numéro 10? Donc franchement, la venue de l'ailier gauche, je pense qu'elle va créer un nombre de dilemmes de malades mentaux. Et je comprends les gens quand ils disent c'est bien d'avoir des problèmes de riches, je suis d'accord avec vous. Mais encore une fois, on n'est pas dans FIFA comme tu viens de le dire. Donc être totalement déséquilibré, c'est bien sympathique sur FIFA quand vous jouez avec des équipes de malades et que tous les joueurs vous les prenez, ils font des efforts. Mais dans la réalité, c'est pas pareil. Et en plus de ça, bah ouais, t'arrives sur une équipe où, en termes de management, les choix c'est compliqué, les joueurs faut qu'ils continuent à se développer, et il faut qu'ils jouent pour se développer. Et donc ça peut créer des complications quand même. Ouais, c'est vraiment ça. Moi quand j'en parle sur les réseaux, des fois je tombe sur des gens qui me prennent pour un fou et tout, parce que j'estime que c'est pas facile pour eux. Ouais, on a recruté par exemple Nico, on est content, oui, c'est bien, c'est vrai, moi je suis content aussi. Mais comment vous jouez après? Comment tu gères ça? Après, l'autre solution, ce serait de
de jouer avec une défense à 3. Mais là, tu sais, là, carrément, tu bouleverses tu tout, changes tu le vois, dispositif. Mais Ok, bon. tu partirais sur quoi si tu fais une défense à 3? Tu fais donc une défense à 3, tu mets 2 pistons en gros, Non. et après tu... Non, ok, tu pars sur quoi? Littéralement, admettons, hein, tu fais sauter Baldé. Enfin, pas Baldé, Ah ouais, d'accord. mais tu vois, en gros, tes 3 défenseurs seraient genre Koundé, on va dire Christensen et Koubarsi, par exemple. Ouais, ou ok. Inigo, c'est comme tu veux. Ouais, du coup, ouais, littéralement, ça te libère un poste. Je sais pas comment tu l'animes, mais tu peux mettre un joueur en plus, tu vois. Je sais Ouais, pas. mais un joueur en moins aussi. Ouais, c'est ça. Donc pour C'est moi, comment tu vois les- c'est compliqué. Après, il y a Espacio Macia qui dit, Espacio tient pour Macia, mais c'est la même personne, qui Bien pour sûr, lui, ouais. il nous dit, il faut juste qu'on accepte le fait que Rafinha aura de la concurrence. Moi, je pense que oui, on peut accepter le fait que Rafinha aura de la concurrence, mais Rafinha, c'est un très 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 gros bosseur. Donc si on parle de ce postulat-là, et s'il nous refait une saison avec, enfin si, tu vois, frère, les matchs contre le Bayern, les matchs, le but qu'il te met contre, comment il s'appelle, Benfica, tout ça. Frère, qu'est-ce que tu fais le lendemain? Tu lui dis, le week-end ne joue pas? Frère, c'est pas possible. La saison de Rafinha, pour moi, il a littéralement gagné sa place. Donc pour moi, vraiment, moi, je suis flic. Je dis à Lewandowski, mon gars, t'as 37 ans, je suis désolé. Tu veux que je te dise? T'as 37 ans. Mais de toute façon, ce problème, on l'aura encore pour les 3-4 prochaines années. Parce que demain, l'année prochaine, c'est pas le sujet. Mais l'année prochaine, Lewandowski, il part, tu recrutes mon chouchou, mon bébé Julian Alvarez. C'est toujours le même problème. Parce que qu'est-ce que tu fais? Tu vois, donc pour moi, c'est très compliqué. C'est très compliqué. C'est un problème de riche, mais j'espère que ça va pas créer tant de problèmes que ça. C'est pour ça que personnellement, on parle pas des ailiers, mais s'il fallait recruter, vraiment, avoir un Nico Williams, c'est beaucoup plus facile parce qu'il est déjà pote à tout le monde. Il est déjà dans l'effectif, quoi. Tu vois? On est d'accord. Il arriverait, ça serait beaucoup plus facile. Je sais pas comment les joueurs s'entendraient avec Luis Diaz ou encore avec Rashford, tout ça. C'est pas la même culture, c'est pas la même vibe. Rashford, il passe en toi à sucer la mine. Je suis désolé, mais tu vois. Alors que Nico, c'est un pote à la mine, tu vois. Donc pour moi, ça serait peut-être plus facile de l'incorporer dans cet effectif-là et de gérer le temps de jeu. Mais si on a le problème que l'on a aujourd'hui, vraiment, Rashford, c'est le profil idéal. Rashford aurait été fort au foot, enfin, il est fort, mais il aurait été genre... constant. Tu vois, constant et au top, ça serait parfait, parce que Rashford, tu le mets en neuf, c'est tout. Il peut jouer en ailier, il peut jouer en neuf, ça règle plein de trucs. Mais bon, ça règle plein de trucs. Ah ouais, c'est ça. Mais donc, on verra bien ce qui se passe. Mais c'est vrai qu'il y aura aussi une problématique sur ce Barça qui va chercher plus d'équilibre aussi, parce que je pense que la même flic en a parlé. Sur cette fin d'année, les 2-3 derniers mois, on se prend pas mal de buts. Notre piège du hors-jeu, qui est moins un piège que je continue à mettre en avant, et je trouve que c'est important de le mettre en avant, mais forcément, tu es obligé d'avoir un pressing qui est très fort derrière. Tous les joueurs offensifs, ils doivent être impliqués. Le milieu de terrain doit être impliqué dans la récupération de balles. Donc, ton bloc doit être placé en amont. Donc, tes attaques, il faut que tu prennes du temps à les amorcer. Et donc, pour ça, il faut que tu aies un milieu de terrain qui soit fort aussi. Alors, Pedri et De Jong sont très forts pour conserver le ballon. Typiquement, contre l'Atlético Madrid, je crois que c'est en demi-retour de Coupe du Roi. À eux deux, ils avaient temporisé, ils avaient pris le temps qu'il fallait, etc. pour pas que le match devienne n'importe quoi. Ils ont fait ce qu'il fallait. Mais contre des très grosses équipes qui ont un milieu de terrain qui est très fort, où il y a du volume, est-ce que juste Pedri et De Jong, ils seront en capacité à eux seuls de temporiser? Parce qu'après, je suis désolé, mais Rafinha, il temporise pas. L'ailier gauche que t'auras, il temporisera pas. Et que ce soit Olmo ou Fermin Lopez, encore une fois, c'est pas des joueurs de conservation. Donc, est-ce que aussi Flick, il va se poser la question, comment je redéfinis mon milieu de terrain? Mais avec la venue de l'ailier gauche, comme on l'a dit, il y a plein de complications. Qu'est-ce que tu fais des autres joueurs offensifs? Ça peut très vite être un beau dilemme, un beau dilemme. Ouais, je sais pas, vers la fin de saison, comme tu dis, je sais pas si on parle de la même interview, mais à un moment donné, on pose une question à Flick sur est-ce qu'il compte garder, par exemple, sur le piège du hors-jeu, tout ça, et il dit, vous verrez l'année prochaine. Donc je pense que Flick n'est pas stupide, vraiment. Je pense que tu sais, je n'ai aucun doute, tu vois, moi, bien sûr, en tant que fan de foot, je me dis comment on va jouer, mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'il finira bien par trouver une manière de faire jouer cette équipe-là, tu vois. Oui. Mais comme tu dis, pour le piège du hors-jeu, il faut un énorme pressing, mais aussi sur les... Tu vois, par exemple, le match d'Inter, qu'est-ce qu'on fout à 50 mètres, frère? Il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes. Bref, donc pour moi, le piège du hors-jeu, oui, mais à un moment donné, quand il reste quelques minutes, allez, défendez, quoi. Arrêtez. Revenez tous. Voilà, mais en tout cas, pour le pressing, par exemple, si je peux dire un truc, Lewandowski, il presse pas, il est vieux, c'est pas sa faute. Tu vois. Oui. Mais
juste imagine si devant les 3 offensifs, c'est Nico, l'ailier, que ce soit Nico ou Diaz. Diaz aussi, il court pour 5, et Rafinha, et tu mets Lamine. Moi, je pense qu'en termes de course, en termes de volume, on peut être sur quelque chose de très très fort. Tu vois, parce que, prenons l'exemple du PSG avec Dembélé. Regarde sa finale. Bah ouais, c'est ça. Mais il court, c'est n'importe quoi. Moi ça change tout. Chez nous, courir comme ça, il se blessait. Bah Dembélé, il se blessait. Donc si tu as ton premier attaquant, c'est celui qui vraiment qui fait ces courses-là, ça serait parfait. Donc pour moi, ça fait sens. Pourquoi pas essayer Rafinha, de repasser Rafinha? Mais après, comme tu dis, sur le contrôle, je pense que nos joueurs très offensifs, typiquement Olmo et Fermin, c'est des joueurs qui sont portés vers l'avant, mais c'est des joueurs qui ont même un IQ football un peu élevé. Et surtout Olmo. Je trouve que Olmo, il est très fort. Et Olmo est très intelligent. Tu vois ce qu'il fait avec le ballon. Donc je pense que c'est un joueur qui peut comprendre cette nécessité-là de temporiser un peu plus, d'avoir un peu plus de contrôle et tout, pour nous permettre tout simplement de calmer le jeu, de refroidir un peu tout ça. Tu vois. Donc, non, je suis d'accord avec toi. Je pense que ça se joue. Pour moi, ça se fait. Mais après, en même temps, désolé de te couper, juste je dis un truc. En même temps, quand tu as 3 flèches devant, est-ce que tu as envie de temporiser? Bah, encore une fois, c'est ce que je te dis, c'est essayer d'éviter. Bien sûr qu'on a envie de faire ça, tu vois, et que même à regarder, etc., c'est super attrayant, mais il y a eu cette problématique qu'on a vue. En fait, tu peux le faire si derrière, par exemple, tu as une équipe qui sait bien se replier, qui défend un peu plus resserré, bloc bas ou bloc médian bas, etc. Mais à partir du moment où tu veux jouer aussi haut avec un bloc qui est aussi haut, tu es obligé de mettre un effort considérable sur ton repositionnement et comment faire un contre-pressing, voire faire un pressing. Et donc jouer constamment dans la verticalité, ça ne te permet pas d'avoir un pressing parce qu'au bout d'un moment, tes joueurs ils vont fatiguer à faire des allers-retours tout le temps. Ouais. Donc au bout d'un moment, si tu n'es pas structuré, tu calmes ça. C'est comme ça que Guardiola a toujours fonctionné. C'est-à-dire que Guardiola, il s'est dit, moi, avec la possession, ça permet à mon bloc de se placer. Mes joueurs, ils se placent dans le camp adverse. À la perte du ballon, ils sont déjà sur les adversaires. Donc les adversaires, ils n'ont même pas d'espace. On leur reprend le ballon immédiatement. Et alors que si tu joues tout le temps vers l'avant, ton latéral qui est encore dans son camp, faut qu'il fasse l'effort ensuite pour arriver. La deuxième ligne de pressing, elle met du temps, etc. Ça demande de l'effort, ça demande du physique. Une saison, ça dure maintenant 60 matchs dans l'année. C'est compliqué. Ça peut tenir un certain temps. Et on l'a très bien vu sur les premiers mois, août, septembre, octobre, ça a très bien fonctionné. Novembre, décembre, il y a eu de la fatigue, ça a commencé à un petit peu diminuer. Sur la deuxième partie de saison, tu as ramené du contrôle. Le milieu de terrain a été responsabilisé. De Jong, Pedri ont repris un peu les commandes. Tu sentais qu'il y avait plus de contrôle, plus de possession. Donc ça allait mieux. Et en toute fin de saison, les 2 derniers mois, tu t'es pris plus de buts parce qu'il recommençait à y avoir une mini fatigue aussi. Donc c'est bien sympa d'aller vite. Et je pense que dans des schémas de jeu, c'est très bien de l'avoir parce que le Barça, des fois, était un peu le cliché de lui-même à ne jamais jouer trop dans la verticalité. À part sous Luis Enrique où ça commençait déjà un petit peu. Donc c'est bien d'avoir cette corde à notre arc de le faire, mais le faire constamment, pour moi, c'est pas une solution viable sur le long terme. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, toi, tu partirais plutôt sur une pointe basse, c'est ça? Moi, c'est compliqué. Comme je t'ai dit, c'est un dilemme. Il est tellement compliqué parce que si je pars sur une pointe basse, moi en fait, ce que j'ai kiffé, peut-être la meilleure prestation du Barça l'année dernière, c'est contre l'Atlético Madrid, le match aller qu'on perd. Pour moi, c'est la meilleure prestation collective de l'équipe. Je ne te parle pas en termes de résultats. Collectivement, ce qu'on a fait sur le terrain, pour moi, c'est ce Barça que j'adore voir. Et tu as joué avec une pointe basse et 2 relayeurs. Et tes 2 relayeurs, c'était Pedri et Gavi. Et tu as fait une démonstration de football. Ton pressing, il était cohérent, il était parfait. Tu t'es créé 1 milliard d'occasions. Tu n'as pas su finaliser, mais ça, la finalisation, c'est jamais tu la maîtrises, entre guillemets. Mais je veux dire, sur le terrain, ce que tu as vu en termes de contenu, pour moi, c'était quasiment parfait. Maintenant, si tu fais ça, si tu mets un Gavi, Pedri, qu'est-ce que tu fais de Fermin? Qu'est-ce que tu fais de Dani Olmo? Ou est-ce que tu mets Rafinha après? C'est compliqué. Voilà, c'est faire des choix et voir en fonction de l'adversité. Donc c'est ça. Mais du coup, le choix est dur. Mais du coup, si tu as un club anglais qui vient te proposer un petit chèque pour Firmino Olmo, tu dis quoi? C'est Olmo. En fait, Olmo, faudrait que je sois dans le staff médical pour savoir si réellement, objectivement, c'est un joueur qu'on peut soigner définitivement ou si, en vrai, vas-y, son métabolisme, on sait que tous les ans, ça va péter. Et si tous les ans, tu sais que c'est un mec qui est pas fiable physiquement, tous les 2 mois, il va se blesser. J'adore franchement Olmo, hein. J'adore ce joueur-ci, il est trop beau, il est soyeux dans la surface de réparation. Quand il contrôle, je pense que c'est un des meilleurs joueurs du monde dans la surface de réparation. Ce qu'il arrive à faire, comment il arrête le temps, comment il arrive à bien tout maîtriser, c'est magnifique. Mais au bout d'un moment, tu peux pas te fier sur un joueur qui se blesse autant.
Fermin Lopez, je peux comprendre les rumeurs, mais pour moi, c'est un garçon qui aime tellement le Barça, il est tellement dévoué pour ce club-ci, il fait tellement d'efforts, et j'aime tellement les joueurs qui font juste des efforts, des courses, il s'améliore d'année en année, il avait déjà explosé le plafond de verre l'année dernière, il a re-explosé le plafond de verre cette année, il a la grinta et tout, j'adore ce joueur-ci, c'est tellement dur ce que tu me demandes. Mais ouais, je demanderai au staff médical, qu'est-ce que vous pensez de Dani Olmo s'ils me disent, ouais, vas-y, il est galère, lui, on n'arriverait pas à le soigner, ok, Dani Olmo, je pourrais le faire partir, tu vois. Je choisirais plutôt cette option aussi en vrai. Mais ça me fait mal, hein. Ça me fait mal ce que tu me demandes. Ouais, c'est très compliqué. Parce que là, toi, tu partirais sur qui, toi ouais, moi, je vois, c'est sur Olmo. Moi, je te l'ai dit. Hein, moi. Okay, ouais. Même Olmo en bonne santé, c'est bon, tranquille. Olmo, 100%. Non, en vrai, parce que il y a aussi le facteur Ferran. Hein. Ouais, bah on l'oublie, on n'en parle même pas, alors que oui, c'est important. Ouais, parce que limite, même si tu décides d'en faire un remplaçant, bon, si tu décides de replacer des mecs qui étaient sur la gauche dans l'axe, lui devient le deuxième, troisième choix parce que Lewandowski, là, va avoir 37 ans, il ne va pas être sur le banc de tous les matchs. Ouais. Bon, en tout cas, courage à Flick. En vrai, j'aurais pas aimé être coach en ce moment, tu vois. Ah ouais, exactement. Bon courage à Flick. Ouais. Bah, là-dessus, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Hein. On a fait le tour de ces milieux. Toi, est-ce que tu as un petit dernier mot à dire par rapport à ça ou pas? Par rapport à ça, non, mais j'étais très content de participer à, tu vois, d'être le suivant après cette suite de GOATs, tu vois. T'as ramené tellement de mecs et tout. Tu vois, à chaque fois que je vois tes vidéos, je me dis, mais où est-ce que ce mec va? C'est que des GOATs qui arrivent, franchement. Bravo pour le travail, j'apprécie beaucoup. Ouais, t'es à la suite de cette série de GOATs, donc t'en fais partie, hein, t'en fais partie. J'espère que comment ça se passe l'année prochaine pour toi là? Est-ce que tu reprends vraiment YouTube? Est-ce que tu fais vraiment la saison entière? Comment? Dis-nous, dis-nous la vérité. En vrai, ouais, je reprends YouTube, mais j'ai envie de me donner de la liberté de... Ouais, je suis d'accord. Tu vois, je sais pas, tu le sais sûrement, mais ça prend beaucoup de temps. Et moi, j'ai pas forcément autant de temps à donner, tu vas faire les rushs, faire beaucoup de vidéos. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Barça, mine de rien, tu vois, que ce soit sur le terrain, en dehors. On a envie de parler de Ter Stegen, de Galatasaray, de se moquer un peu de, voilà, le Real, il prend ceci, tu vois, un peu. Mais moi, j'ai pas forcément le temps de faire tout ça. Donc, j'essaierai d'être présent au maximum possible et puis on verra. C'est bien. Bah alors les gars, vous n'hésitez pas, si vous n'êtes pas déjà abonné à Jules en parle, c'est pas bien déjà. Et puis vous allez vite vous dépêcher de le faire. Un grand merci à toi d'avoir participé, d'avoir accepté l'invitation. Ça a été un super plaisir de discuter de tout ça et en plus on a bien discuté, donc ça c'est encore mieux. Donc trop content, hâte de voir ce qui va être fait l'année prochaine, en espérant de ce qu'on a dit, c'est pas du grand n'importe quoi, que ça reste des dilemmes joyeux pour Flick et que ça se passe bien. Donc un grand merci à toi et puis merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. À tout bientôt. Ciao. Ciao.